Alors, le terme d'anglais langue véhiculaire sera donné ici comme équivalent en français de English as a lingua franca. Toutefois, le terme de lingua franca renvoie au concept de langue d'échange, n'exprime que de manière partielle les fonctions de langue véhiculaire qui tendent à devenir celles de la langue anglaise. En effet, l'anglais n'est plus seulement aujourd'hui utilisé comme langue d'échange, mais comme langue du fonctionnement entier ou partiel d'organisations, d'institutions ou de secteurs d'activité. On se situe donc dans un cadre large et pas seulement dans celui de l'enseignement supérieur, pensant que cet élargissement peut contribuer à comprendre les pratiques et les enjeux qui nous réunissent aujourd'hui. Donc, le texte de Claude Truchot souhaitait aussi aborder la question des entreprises, donc on ne pourra pas le faire aujourd'hui. On a décidé de se centrer seulement sur les questions d'enseignement supérieur. On va essayer de montrer l'émergence de l'anglais comme langue véhiculaire en Europe et la dynamique de sa progression et de son expansion. Donc Claude Truchot le fait en sélectionnant des marqueurs qui mettent en évidence cette dynamique. Il parle brièvement des conséquences et il ne prévoit pas de parler dans cette présentation, il ne prévoyait pas de parler dans cette présentation des politiques linguistiques. Donc les données qui vont être présentées font partie de celles qui ont été rassemblées sur une trentaine d'années, puisque la première publication faite sur le sujet remonte à 1985. Dans la bibliographie qui a été distribuée et que vous retrouvez dans les pochettes qui vous ont été remises lors de votre arrivée, vous trouverez un certain nombre de références. L'étude publiée en 1990, l'anglais dans le monde contemporain, porte sur les années 1970 et 1980. Celle publiée par le Conseil de l'Europe en 2002 englobe les années 1990. L'anglais en Europe, repère Key Aspects of the Use of English in Europe, dans Europe, l'enjeu linguistique, ne porte pas seulement sur l'anglais, mais fait le point sur le début des années 2000. On peut aussi se reporter à une étude qui vient d'être publiée sous le titre « Quelle langue parle-t-on dans les entreprises en France ?» et une étude qui a été publiée par la DGLF. Donc, concernant ce que Claude Truchot appelle l'émergence d'une pratique. Avant les années 1970, la présence de l'anglais en Europe est essentiellement liée à l'influence américaine directe. La diffusion culturelle et l'activité de grandes entreprises s'implantent en Europe. L'un des événements emblématiques qui ont marqué les débuts de l'anglais comme langue véhiculaire sera, en 1975, le fait que l'entreprise Volvo, en Suède, instaure l'anglais comme langue de l'entreprise, ce qui a signifié que la communication écrite devait être rédigée dans cette langue et qu'elle devait être utilisée oralement dès qu'une personne qui n'était pas de langue suédoise était présente. Rappelons aussi que dans les années 1970 et 1980, il est un domaine dans lequel l'anglais est déjà bien implanté. C'est celui de la recherche scientifique. C'est un état de fait qui peut être attribué à la mondialisation de la recherche à partir de la Seconde Guerre mondiale autour des États-Unis, où est concentrée une grande partie de la recherche de pointe. L'information scientifique et technique est alors dominée par les banques de données américaines et 90% de l'information qu'elles diffusent est en anglais. Ce processus touche même la France. Donc Claude Truchot cite une enquête réalisée en 1983 auprès de 136 chercheurs des laboratoires strasbourgeois du CNRS et de l'INSERM qui montre que 85% d'entre eux publient en anglais dans des revues étrangères, 40% dans les revues françaises, plus de 80% de l'information scientifique qu'ils utilisent est en anglais. 95% s'expriment en anglais dans des colloques à l'étranger, mais contre seulement 30% dans des colloques en France. Toutefois, l'usage de l'anglais est loin d'être généralisé dans la recherche scientifique mondiale. Une étude publiée au Royaume-Uni en 1983, portant sur les langues de la communication scientifique dans les années précédentes, constate qu'une partie de la recherche mondiale était alors publiée dans d'autres langues que l'anglais et conseillait aux scientifiques anglophones d'apprendre des langues étrangères.
La suite montrera qu'ils n'ont pas su le faire. Rappelons aussi que si la place de l'anglais dans la communication internationale en Europe jusqu'à la fin des années 1980 est importante, elle n'est pas dominante. Du début des années 1950 jusqu'au milieu des années 1990, la construction européenne ne s'est pas faite en anglais. Le français, notamment, est largement utilisé dans les institutions européennes. En 1986, 58% des textes primaires ou textes en langue source de la Commission européenne sont rédigés en français, 26% en anglais, 11% en allemand et 5% en d'autres langues. Dans les années 1970 et 1980, un processus d'internationalisation de l'économie se met en mouvement en Europe, sous l'effet de la construction européenne, mais aussi de la déréglementation financière et commerciale au niveau mondial. La prospérité des 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale a favorisé la construction de grandes entreprises qui partent à l'assaut du marché mondial. Ce processus a des implications linguistiques. Dans les pays qui ont des langues de diffusion limitées, le choix a été de miser sur l'anglais. Les ressources financières des États concernés leur ont permis d'investir sur cette langue dans le système éducatif, en garantissant un haut niveau de connaissances et de plus, dans une perspective égalitaire, en assurant un accès égal pour tous. Dans des pays qui ont des langues de plus large diffusion comme l'Allemagne et surtout la France, les pratiques linguistiques sont assez différentes, du moins jusqu'à la fin des années 1980. Les grandes entreprises font largement usage de leur langue d'origine dans leur stratégie de développement international. Ce qui est favorisé par le fait qu'elles conservent une partie significative de leur implantation et toutes leurs instances principales dans leur pays d'origine. Dans celui-ci, on parle la langue du pays. Les filiales qu'elles implantent à l'étranger travaillent dans la langue du pays, mais communiquent en général avec le siège social dans la langue de celui-ci. L'anglais est une langue d'échange, mais n'est pas une langue de communication interne. En France, les filiales des multinationales américaines fonctionnent principalement en français. L'usage de l'anglais se limitant en rapport avec les sièges sociaux ou avec les autres filiales. On peut aussi rappeler que jusqu'au début des années 1990, l'anglais est peu implanté en Europe de l'Est, où le russe est alors la principale langue véhiculaire et où les politiques officielles visent à limiter la présence de l'anglais. Rappelons aussi le rôle des États dans la gestion directe de l'économie. En Europe de l'Est, jusqu'à la fin des régimes communistes, l'économie est étatisée. En Europe occidentale, les États en contrôlent une large part jusqu'aux vagues de privatisation des années 1980 dans le cadre de la mise en place du marché unique européen et des politiques de déréglementation au niveau mondial. Exemple, en France, il y a eu un ministère des PTT jusqu'en 1988, puis transformation de la direction des communications en entreprise, France Télécom, privatisée à partir de 1997. Jusqu'à la fin des années 90, on assiste à une progression constante et régulière. On peut mettre en évidence 3 aspects de cette progression. L'anglais s'implante dans ce qu'on nomme désormais les PECO, où il remplace le russe et supplante l'allemand et le français dans les systèmes éducatifs. Au cours des années 1990, l'anglais commence à supplanter le français comme principale langue de travail des institutions européennes, du moins dans la production écrite. En 1991, 48% des textes primaires sont rédigés en français, 35% en anglais, 17% en d'autres langues. En 1999, 52% des textes primaires sont rédigés en anglais, 35% en français, 5% en allemand, 8% en d'autres langues. Les revues scientifiques européennes de renom, qui jusqu'alors publiaient en d'autres langues, se convertissent entièrement ou partiellement à l'anglais. Polémique en France au début des années 1990, lors de la conversion des annales de l'Institut Pasteur à l'anglais, devenu Research in Microbiology. La pratique de rédiger des thèses en anglais se généralise en Europe du Nord. Elle se répand aussi dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse. Elle reste limitée en France par la loi de 1994.
Une étude réalisée en 1993 et en 1994 à l'université d'Uppsala montre que presque 100% des thèses dans les sciences exactes, des sciences de l'ingénieur, de médecine, 75% dans les lettres et 66% en sciences sociales étaient rédigées en anglais. Excusez-nous, nous avons travaillé donc avec des notes dont il manque la conclusion. L'auteur s'en excuse, mais il est empêché d'un point de vue de l'écriture, puisque c'est son bras droit qui est impliqué. C'était difficile. Alors, sa dernière partie s'intitulait « Où en est-on avec l'anglais ? L'accélération ». Depuis la fin des années 1990, le recours à l'anglais s'est considérablement accéléré. Cette montée en puissance concerne toute l'Europe, y compris les pays qui ont des langues de large diffusion. Dans les institutions européennes, l'usage de l'anglais a investi le fonctionnement des institutions européennes. Plus de 80% des textes en langue source et 5% en français. L'Europe s'élabore donc en anglais. Les institutions européennes propagent aussi l'usage de l'anglais dans les différents pays membres. On peut se reporter à l'étude de Hamon Cruz de 2013, là vous vous reporterez à la bibliographie, révélant qu'une grande partie des documents des institutions européennes transmis au Bundestag sont en anglais. Rappelons que la majeure partie, 70% du travail parlementaire, consiste à intégrer le droit communautaire dans le droit national. La réglementation communautaire, régime des langues de 1958, impose en principe que les institutions européennes communiquent avec les États membres dans leurs langues officielles. En fait, seuls les textes les plus officiels sont traduits avant d'être transmis. Mais les documents d'accompagnement, les études, les rapports ne le sont pas. Dans le cas du Bundestag, cette pléthore de textes en anglais est considérée comme un obstacle au bon déroulement du travail parlementaire et suscite fréquemment des protestations. Chacun peut ainsi observer que l'anglais a pris place dans l'environnement linguistique quotidien, particulièrement dans le champ de la dénomination. On peut y voir une fonction idéologique dans la mesure où le terme anglais se démarque d'un terme équivalent dans la langue locale ou nationale, en exprimant en général l'internationalité ou la modernité. Dans l'enseignement supérieur, à partir de la fin des années 1990, est apparu un nouveau domaine d'usage, celui qui nous réunit ici, l'enseignement supérieur. Le processus a commencé dans les pays d'Europe du Nord, où les universités ont organisé à partir des années 1990 des enseignements en anglais à l'intention des étudiants étrangers, les étudiants Erasmus. Il s'est propagé très rapidement, comme le montrent Hamon et McConnell, dans une étude sur 21 pays, y compris en France. En Allemagne, le premier diplôme universitaire en anglais a été créé en 1997. Selon les auteurs de l'étude, en 2001, toutes les universités allemandes avaient introduit des diplômes anglophones dans leur offre de formation. Alors suit ensuite un tableau d'indices de progression qu'il aurait fallu projeter, mais en particulier on relève le chiffre suivant. En 2002, il y avait 560 masters en anglais dans 19 pays européens. En 2012, 10 ans après, ce sont 6779 masters en anglais dans 11 pays. Que se passe-t-il en France ? On peut relever sur le site de Campus France en 2014 884 cursus entièrement ou partiellement en anglais, dont 647 masters. Rappelant qu'en 2007, il y avait 497 cursus, dont 400 masters. 80% des masters anglicisés proposés par Campus France se situent dans des grandes écoles ou écoles spécialisées. Selon la conférence des grandes écoles, entre un tiers et un quart de leurs cours sont en anglais. Donc nous allons sauter la partie sur les entreprises qui est donc une synthèse de cette étude publiée par la DGLF-LF qui sera donc, je crois, prochainement consultable.
Et pour en venir aux quelques lignes sur les conséquences dans l'enseignement supérieur, en particulier, Claude Truchot ici voulait se référer au bilan qui a été fait en Allemagne par la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur, qui conclut cette étude sur les points suivants. Les enseignements en anglais attirent des étudiants dont le niveau en anglais est insuffisant. De nombreux enseignants allemands n'ont pas les compétences linguistiques requises pour garantir que l'enseignement dispensé en anglais soit de haut niveau. La polarisation sur l'anglais se fait aux dépens des autres langues et de l'ouverture internationale des universités. Je crois que ce sont des mots forts, que ça se crée aux dépens de l'ouverture internationale. La mise à l'écart de l'allemand des enseignements internationaux contrecarre les efforts faits pour développer la diffusion et le prestige de cette langue dans le monde. Et enfin, alors que les échanges internationaux devraient permettre aux étudiants, chercheurs et enseignants venant de l'étranger de connaître la culture et apprendre la langue du pays qui les accueille, ici l'allemand, cet aspect est marginalisé. Pouvons-nous en tenir ici? Je lirai simplement pour illustrer ce propos un témoignage qui est du monde de l'entreprise, mais qui, je pense, tout à fait transférable au monde de l'enseignement. C'est le témoignage qui a été recueilli par Claude Truchot et celui d'une représentante du personnel d'une filiale française dans une société américaine, qui dit « Le personnel ne s'est pas tout de suite rendu compte des changements linguistiques et cette disparition progressive du français et des autres langues. C'était une évolution insidieuse. On se retrouvait avec le seul anglais. Au bout du compte, il n'y avait plus de documents de travail, de documents internes, de logiciels de travail en français. Tout ce qui concernait la marche de l'entreprise était en anglais, y compris les formations techniques. La compréhension de la vie de l'entreprise échappait ainsi totalement à un grand nombre de salariés, ce qui devenait pour eux une situation intolérable. Et il me semble que cet aspect de stress et de disparition d'agentivité des salariés au sein de l'entreprise, et l'université est aussi une entreprise, était un aspect intéressant qu'on pouvait souligner. Donc Claude Truchot s'excuse parce que le texte est un peu tronqué, mais je pense que nous avons déjà eu un message important de sa part. Alors on va appeler tout de suite... Oui, on va appeler tout de suite Michele Gazzola. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui à parler de ces sujets très débattus. Suivant les conseils des organisateurs, j'ai préparé les diapositives dans une langue et je vais parler dans l'autre. Je vais aussi parler, si j'arrive, de façon exolangue, comme on dit les linguistes appliqués, donc de façon lente pour que le non-francophone natif puisse comprendre. Donc, je vais aborder aujourd'hui le thème des politiques linguistiques dans l'enseignement supérieur et la recherche, notamment les défis linguistiques liés au processus de internationalisation. C'est un buzzword, c'est un mot dont tout le monde entend parler, internationalisation, de quoi il s'agit. Et j'aimerais commencer avec un constat, je pense que là tout le monde pourrait être d'accord, des grandes questions aujourd'hui, quelque chose qui apparaît très souvent dans la presse et dans le débat public, c'est celui des classements. Les classements ou les rankings. Alors, les classements, les rankings, aujourd'hui, on est en train de voir une prolifération de plus en plus inutile de rankings dans le monde. Alors, savez-vous, par exemple, que l'université de Manchester, c'est l'université la plus verte du monde? Voilà. Alors, selon le People, Planet, Green League, c'est l'université la plus verte du monde. L'université technique Pohang de la Corée du Sud, c'est l'université la plus jeune
du monde qui fait partie du classement des 100 premières universités du monde. Donc voilà, je suis jeune, moi je suis plus verte. Hein, il y a un classement pour n'importe quelle variable. C'est très à la mode de mettre ça en classement, mais c'est pas très, enfin, il ne faut pas trop rigoler, hein, parce que les classements, et ça va être le sujet de cette présentation, ils ont un impact important. Par exemple, en France, selon un rapport publié en 2008 par le Sénat, ils disent que 83% des directeurs des universités ou des grandes écoles déclarent, dans cette enquête faite, qu'ils ont pris des mesures concrètes pour faire monter leur institution dans le classement international. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, hein, le ranking, c'est quelque chose de très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il y a une fonction, effectivement, des classements. Ils ont une fonction très utile de la part de vue d'abord des décideurs politiques. Dans une époque des contraintes budgétaires d'un côté et des compétitions de l'autre côté, hein, n'oubliez pas qu'on est dans la soi-dite économie fondée sur la connaissance. Donc, les ministères, les fondations privées publiques veulent récompenser le mérite. Donc, donner davantage d'argent aux meilleures universités. Hein, pour mettre les universités en compétition, sous l'hypothèse qu'une concurrence accrue va faire monter le niveau qualitatif de l'enseignement et de la recherche, il faut donner davantage d'argent aux universités qui sont les meilleures, dont le besoin de produire des classements. Deuxièmement, les classements, à la fois nationaux ou internationaux, sont une source d'information pour les étudiants. Si vous achetez une pomme au supermarché et la pomme, elle est dégueulasse, vous la jetez et vous ne l'achetez plus. Mais si vous investissez 4 ans de votre vie dans une université, vous ne pouvez pas revenir en arrière, récupérer les temps perdus et choisir une autre. Donc, forcément, on doit, pour faire des choix au niveau de temps et d'argent investi, on doit se baser sur un certain nombre de critères. Hein. Et donc, les étudiants et les familles sont de grands consommateurs de rankings. Donc, c'est ça le contexte dans lequel on est. Regardez ici, par exemple, ce qui se passe au niveau commercial. Il y a 40 ans, le nombre d'étudiants internationaux était 800 000 au niveau global. Selon les dernières statistiques de l'OCDE et de l'UNESCO. Hein. Aujourd'hui, on est un marché de 4,5 millions d'étudiants qui bougent. Surtout en Europe, grâce aussi au fait qu'on est dans un large continent sans frontières. On peut étudier facilement dans tous les pays de l'Union européenne grâce au processus de Bologne. Vous voyez bien la nécessité pour les étudiants étrangers de s'informer, de se renseigner sur les universités à l'étranger. Où je vais étudier? Grenoble, est-ce que c'est mieux que la Sorbonne? Oui ou non? Pourquoi? Si vous êtes un étudiant allemand, c'est une question pertinente. Alors, les idées principales, les principales idées de cette présentation sont les suivantes. Les classements sont les résultats d'une évaluation, d'une comparaison, forcément. Hein? Faire un classement, ça veut dire comparer des universités et des institutions. Et ces classements sont faits sur la base des indicateurs. Or, les indicateurs ne sont pas des outils neutres qui reflètent une réalité préexistante, mais dans tout ce qui a à voir avec le comportement humain, ce sont des outils qui influencent le comportement des personnes. Parce qu'ils donnent des incitations, à la fois explicites ou implicites, pour avoir un comportement plutôt qu'un autre. Bon, pourquoi c'est intéressant ça pour la question des langues? Parce que la plupart des indicateurs qu'on utilise aujourd'hui pour faire le classement des universités et de la recherche ont une dimension linguistique. On va voir bientôt laquelle. Et donc, l'utilisation de ces rankings, en fait, équivaut, c'est l'équivalent d'adopter une politique linguistique qui, de facto, en fait, effectivement, est en train d'amener les universités européennes, de plus en plus, et la recherche, vers une situation de plus en plus monolangue. C'est une tendance qui a des avantages et certains désavantages, donc on peut se demander si la diversité linguistique en elle-même elle est importante ou pas. C'est une question légitime. Demain, on va parler avec Philippe Faparès justement de ça, je crois. À mon avis,
il y a beaucoup d'ombres, donc des désavantages, si vous voulez, dans le système qu'on est en train de voir, dans les classements qu'on a utilisés, qui demandent un redressement. Et ça, c'est ma thèse principale, donc take home, ce que vous pouvez amener à la maison, c'est que pour faire des politiques linguistiques efficaces de soutien à la diversité dans l'enseignement et dans la recherche, il faut changer les indicateurs. Si on ne change pas ça, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de changements. Alors, cette présentation est divisée en deux parties. Je vais commencer avec la recherche et après, je vais continuer avec l'enseignement. Les indicateurs utilisés pour l'évaluation de la qualité de la recherche. Aujourd'hui, la plupart des cas, il s'agit des indicateurs qui sont fondés sur l'analyse citationnelle. D'accord? Alors, je vais vous choquer avec ça. Des formules, ça fait toujours bien, ça fait sérieux. L'indicateur le plus souvent utilisé, c'est le jour. Ça, tout le monde connaît ça. C'est l'indicateur, le facteur d'impact, qui est calculé comme le nombre de citations reçues par la revue, une revue scientifique dans l'année Y, pendant les 2 années précédentes, sur le nombre d'articles publiés dans cette revue dans les 2 années précédentes. Donc Y-1, Y-2. Un autre, c'est un indicateur très bizarre parce qu'il a été créé dans les années 20 aux États-Unis par des responsables des bibliothèques. Attention. Par des responsables des bibliothèques parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter tous les livres qu'il fallait acheter, donc ils devaient choisir quel livre acheter plutôt qu'un autre. Donc c'était quelque chose de vraiment très basique. Après, un certain monsieur Garfield, il a fondé l'Institut Institute for Scientific Information dans les années 60. Il a réussi à convaincre tout le monde que cet indicateur est un indicateur de qualité. Aujourd'hui, EASY, donc Institute for Scientific Information, a été acheté par Thomson Reuters, qui publie ces facteurs d'impact régulièrement. Monsieur Hirsch, de l'Université polytechnique de la Californie, il y a quelques années, a créé le Hash Index. Bon, je ne rentre pas dans les matières dans les détails, mais si vous avez un H égal à 6, ça veut dire que vous avez publié au moins 6 articles qui ont reçu au moins 6 citations. Il y a une profusion d'indicateurs, dont l'impact factor sur 5 ans, l'indice de autocitation. Comme les rankings, c'est un processus immense. Aujourd'hui, ces indicateurs sont calculés essentiellement sur la base des 3 bases de données. Le Web of Science, de Thomson Reuters, Scopus, publié par la maison d'édition Elsevier en Pays-Bas, et Google Scholars. Bon, je pense que tout le monde connaît Google. Pourquoi ils ont autant de succès? Parce qu'ils donnent l'impression d'être des indicateurs objectifs de qualité scientifique. Ils sont simples à calculer. Il faut juste appuyer sur un bouton dès que vous avez la base de données. Mais le débat, il est encore en cours, mais de plus en plus, on se demande si le facteur d'impact, par exemple, n'est pas un indicateur de visibilité plutôt que de qualité. Si vous citez quelqu'un, un auteur, parce que vous croyez qu'il est nul, pour être clair, quelqu'un qui dit des bêtises, ça, c'est quand même des citations qui ont la même valeur des citations de quelqu'un que vous estimez très bien. D'accord? Ça m'arrive très souvent de citer quelqu'un parce que je pense qu'il dit des choses qui sont fausses, mais au niveau de H-index, lui, il va être très content, il va être réputé comme quelqu'un d'une autorité dans le domaine. Mais encore, le facteur d'impact peut être manipulé. Davantage, de plus en plus de revues scientifiques, ils vous demandent informellement de citer des articles déjà publiés dans la revue. Coupé et d'autres, dans un article récent, ils ont découvert que l'ordre des articles influence, donc si vous êtes le premier dans la liste, influence le nombre de citations. Le nombre de pages influence le nombre de citations. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la qualité. Et pourtant, on utilise encore ces indicateurs. Les policy makers et les décideurs politiques, ils les adorent. En Scandinavie, en Chine, vous recevez en tant qu'individu un bonus de l'argent si vous publiez dans un journal, dans une revue scientifique qui a un facteur d'impact plus élevé que 15. Selon ces 2 auteurs, Hicks et Wouters, je pense que c'est un néerlandais, dans un article très intéressant publié sur Nature. Donc c'est une source assez quand même réputée. Donc si vous voulez changer des voitures, publiez dans une revue avec facteur d'impact plus élevé que 15. En Espagne,
l'évaluation des universités, la qualité des activités de recherche est faite aussi sur la base des articles publiés dans le Web of Science. En Italie, depuis quelques années, un pourcentage pas moindre que 7% de le financement de l'État aux universités est fondé sur la base des indicateurs et des classements internes qui devraient refléter la qualité de la recherche scientifique. Et parfois, il s'agit de peer review, donc une évaluation faite à la main par des experts, mais de plus en plus, surtout dans certains domaines de recherche, notamment la chimie, la physique, c'est une évaluation qu'on peut appeler mécanique. Regardez ça, c'est bien. Hein? Alors, dans le secteur chimie, selon les critères de ANVUR, c'est l'Agence nationale d'évaluation de la recherche, alors, si votre article a été publié dans un journal qui a un facteur d'impact très grand, donc parmi les 20% des revues avec un facteur d'impact élevé, et en même temps, vous avez assez de citations pour être dans les 20% des articles les plus cités, automatiquement, vous êtes très bien. Personne ne va lire cet article. Attention, hein. On donne le financement des universités, il est basé aussi sur des grilles comme ça, heureusement juste dans un certain nombre de disciplines et pour juste maximum 50% de revues. Mais indépendamment de qu'est-ce que c'est le contenu de cet article, vous allez dans la catégorie A, ou bien B, c'est intermédiaire, C ou D, c'est plutôt mauvais. S'il y a pas de cohérence entre ces deux indicateurs, facteur d'impact et nombre de citations, donc vous êtes dans la catégorie IR, ça veut dire Informed Peer Reviewed, donc quelqu'un va lire l'article pour déterminer pourquoi vous avez réussi à publier dans cet journal très très bon, mais vous avez si peu de citations. Hein? Mais en général, de plus en plus, on fait des analyses comme ça, totalement mécaniques. Ça fait économiser de l'argent aux universités, au ministère, plutôt que de payer des gens pour évaluer ce que le contenu est d'une... Bon, alors la question qu'on se pose, on ne va pas maintenant parler trop mal de l'impact factor, ce n'est pas le thème ici, c'est parce que ce qu'il y a derrière d'un point de vue linguistique. Or, il y a deux questions qui sont très importantes là-dessus. La première, c'est quelles bases de données sont utilisées. La base de données la plus importante est le Web of Science de Thomson Reuters, basé aux États-Unis. Voilà, alors la politique linguistique de cette compagnie est la suivante. L'anglais, ils disent, c'est leur site, hein, c'est la langue universelle des sciences. Universelle, ça veut dire qui va au-delà de toute valeur des différences culturelles. Pour cette raison, Thomson Reuters met l'accent sur les revues qui publient des textes en anglais ou au minimum de bibliographie, donc un certain nombre d'informations dans cette langue. Il y a aussi des journaux, des revues qui continuent dans le Web of Science, qui publient des articles dans d'autres langues, mais si on regarde l'avenir, c'est clair que tous les journaux les plus importants du monde vont publier dans cette langue-là. C'est un choix légitime. Hein. C'est Thomson Reuters, ils font leur choix, c'est une entreprise privée, ça ne nous concerne pas. Donc les résultats, c'est qu'en 2005, par exemple, 98,7% des articles contenus dans le Web of Science étaient en anglais et les autres langues avaient un rôle tout à fait marginal. On peut se demander si ce Web of Science il est représentatif ou pas de la publication scientifique mondiale, à la fois dans les sciences humaines, sociales, surtout dans les sciences dures. On peut avoir des doutes. Par exemple, au Brésil, selon Hamel, au Brésil, il y a presque 6000 publications scientifiques et techniques, donc 6000 revues. La majorité est écrite en langue portugaise. Or, 17 seulement de cette revue sont inclus dans le Web of Science. Voilà. Donc, M. Garfield, il a tout l'intérêt enfin, Thomson Reuters, mais Elsevier et Google Scholars, bien sûr, ils ont tout l'intérêt à dire que leur base de données représente l'existant, la connaissance existante, elle est contenue là-dedans, alors qu'en fait, c'est juste une partie. Et c'est notamment une partie dans laquelle l'anglais est surreprésenté. Ça, c'est un fait. Bon, à nouveau, c'est un choix qu'ils font, c'est pas ça le problème. À mon avis, il y a un problème quand les décideurs politiques adoptent sans se poser des questions de bases de données qui sont forcément biaisées. Un deuxième problème, c'est les citations. Alors, pour pouvoir citer un article, il faut citer dans le sens utile pour les indicateurs bibliométriques,
il faut qu'il y ait deux conditions. La première, forcément, vous devez comprendre la langue dans laquelle l'article est créé. Deuxièmement, le journal qui est cité doit être inclus dans le Web of Science, et aussi le journal qui cite doit être inclus dans le Web of Science. Donc, si vous citez un article qui n'est pas contenu dans le Web of Science, forcément, l'impact factor va tomber à 0. Donc, le fait que la communauté, enfin, toute communauté linguistique, hein, ce n'est pas qu'aux États-Unis, en France, en Allemagne, mais toute communauté linguistique, pour des raisons évidentes, a tendance à citer plus souvent des travaux dans la langue locale et des auteurs qui s'intéressent aux thèmes qui sont importants dans le débat public. Donc c'est quelque chose qui a une tendance qu'on observe pour toute communauté linguistique. Forcément, comme dans l'OCDE, la communauté de langue anglaise est la majorité relative, forcément, le fait d'écrire dans une langue plutôt que d'autres a un impact sur la possibilité d'être cité. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité du contenu que vous publiez. Regardez cette graphique. Par exemple, l'effet de la distorsion linguistique, donc de language bias, sur les classements des universités. Alors ici, les Néerlandais, ils ont fait une analyse de publications dans la médecine entre 1881 et 1898. Alors vous avez ici le classement de 5 pays. Vous avez ici au sommet la Suisse. Ça, c'est un facteur d'impact qui n'est pas l'impact factor, c'est un autre, mais ce n'est pas grave maintenant. C'est un indicateur d'impact de citation. Donc vous avez la Suisse, suivi des États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre plus ou moins sur le même niveau, et la cinquième ici, c'est la France, pour ceux qui, au fond de la salle, ne voient pas bien. Et ça, c'est un classement fait uniquement sur les revues en anglais contenues dans le Web of Science. Si après, on ajoute les revues en allemand et en français, toujours contenues, répertoriées dans le Web of Science, vous voyez que la position des universités suisses, allemandes et françaises, elle diminue considérablement. C'est parce que les travaux publiés par les chercheurs en médecine dans ces universités-là, ils sont moins cités en moyenne, les travaux en français et en allemand, parce que les revues, pas toutes les revues sont répertoriées et parce que moins de monde connaît le français ou l'allemand comme langue étrangère plutôt que l'anglais, donc ça fait diminuer artificiellement la position de cette revue. La qualité est la même, vous voyez, le contenu publié ici et le contenu publié là, c'est exactement la même, mais le fait tout simplement d'inclure d'autres langues à cause de la distorsion linguistique fait artificiellement chuter la position de ces pays multilingues. Et on observe, à mon avis, c'est clair, aussi dans les classements des universités, on observe des phénomènes semblables. Donc, tout ça, cette tendance à utiliser des indicateurs biaisés, ça entraîne pas mal de problèmes. Déjà, on peut se demander s'ils sont fiables. Dans le cas de l'évaluation périodique de la qualité des recherches en Italie, donc l'évaluation de la qualité des recherches publiée en 2013, je pense, sur des produits, des articles et des livres publiés entre 2004 et 2010, les résultats de la révision entre pairs, donc la peer reviewing et l'analyse bibliométrique, convergent dans un tiers des cas. Donc là, on peut se dire si les deux systèmes, peer reviewing ou bibliometric analysis, sont fiables ou pas. Deuxièmement, la tendance qu'on observe, selon certains auteurs, je cite à nouveau Hicks et Wouters, elle est mauvaise pour la pluralité et la pertinence sociale de la science. Pourquoi? Ils disent, là ils font référence aux scientifiques espagnols, aux sociologues espagnols. Alors, comme vous êtes évalué sur la base des publications qui sont répertoriées dans le Web of Science, notamment des revues américaines, vous avez tout intérêt à publier dans cette revue-là, qui ont un certain focus, donc qui se concentre sur un certain type de thèmes, forcément, hein. Ce qui a à voir et qui ont un facteur d'impact plus élevé. Donc, ce qui veut dire que de plus en plus de sociologues espagnols, plutôt que d'utiliser leur temps de recherche pour s'occuper des choses qui sont pertinentes par rapport au débat en Espagne, afin d'être cités dans le Web of Science et faire carrière, ils sont obligés de s'occuper des choses, ils ont une incitation très forte à s'occuper de thèmes qui sont pertinents aux États-Unis. On observe la même chose en économie. C'est des chercheurs indiens qui ont fait une analyse sur 20 ans des articles qui ont été publiés dans les 5 revues en économie les plus importantes au monde.
Alors, en 20 ans, on a publié 39 articles sur l'Inde, 65 articles sur la Chine, 34 articles sur l'Afrique subsaharienne et 2400 articles sur les États-Unis. Bon, il y a davantage de données publiées, il y a 3/4 des économistes du monde qui travaillent aux États-Unis, mais ce n'est pas que ça, c'est parce que, forcément, mais ça c'est vrai pour toute communauté linguistique et nationale, dans les revues, dans les mondes anglo-saxons, forcément, ils s'intéressent davantage aux thèmes qui sont pertinents par rapport aux pays où ces revues sont publiées. Donc pour eux, c'est beaucoup plus intéressant, sans doute, c'est ce qu'ils disent, ces auteurs du moins, dans cet article, c'est beaucoup plus intéressant de publier un article sur le marché du travail du Tennessee plutôt que de publier un article sur le marché du travail dans un petit État de la Fédération indienne. Donc le fait de devoir publier dans un certain nombre de revues avec un facteur d'impact élevé, selon ces auteurs du moins, entraîne aussi une spécialisation d'études sur certains pays plutôt que sur d'autres, ce qui n'est pas forcément une bonne allocation des ressources. C'est pour ça que j'appelle ça misallocation of talent. Donc l'intelligence collective s'intéresse surtout à un certain nombre de pays plutôt que d'autres, même des pays des résidences, parce qu'ils sont poussés par les indicateurs bibliothécaires à publier dans un certain nombre de revues, n'est pas une allocation optimale du savoir scientifique. Ensuite, il y a une cinquième problématique associée à l'utilisation d'indicateurs bibliométriques, c'est le mythe de Babel. Je pense que tout le monde connaît le mythe de Babel. Donc voilà, alors l'Europe, c'est un continent dans lequel il y a trop de langues, et c'est à cause de cette diversité linguistique que la science européenne elle n'est pas la meilleure du monde. C'est ce que souvent on lit dans la presse. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai uniquement si les Européens continuent de se voir comme appartenant à des espaces nationaux. Si on fait, selon ce rapport de la Commission européenne, si on regarde l'Union européenne dans son ensemble, vous voyez que déjà aujourd'hui, dans le pays d'Europe dans son ensemble, sont déjà les premiers en termes de publications scientifiques, et aussi des brevets, je dois ajouter. Donc les pays de l'Union européenne, déjà encore, c'est EU15, ça veut dire l'Europe occidentale. Donc, selon ces rapports de 2005, c'est un peu vieux, mais je ne pense pas que les choses ont changé beaucoup, les pays de l'Europe occidentale déjà détiennent la majorité relative des publications scientifiques au monde. Alors on peut se demander si la diversité linguistique, c'est vraiment une malédiction ou si c'est grâce au fait qu'on travaille dans plusieurs langues qu'on arrive à être plus créatif. Ça, c'est une vraie question qu'on se pose. On fait toujours l'exemple du latin, sans oublier, et on oublie souvent que le latin était un obstacle à la circulation des savoirs dans l'Europe moderne. Il faut le dire. Voilà. L'Europe, la science en Europe a commencé à se développer, surtout dans les sciences exactes, la physique, la chimie, quand on a abandonné le latin pour parler aux gens dans la langue maternelle, pour ne pas mettre de filtres. Le latin, c'était une langue élitiste qui empêchait la circulation verticale du savoir en Europe. Ça, toujours on l'oublie. La science européenne a fait beaucoup de progrès quand on est passé aux langues nationales, c'est-à-dire les langues vécues dans leur quotidien par les jeunes et donc les gens qui pouvaient parler. Donc ça, on l'oublie toujours, mais c'est un développement historique. On peut se dire aussi si l'utilisation de ces indicateurs, en fait, amène à ce qu'on appelle une insularité culturelle. Donc, à force de s'occuper toujours des mêmes États, de la même langue, on est de plus en plus fermé vers d'autres aires, zones ou régions de production scientifique. Vous avez déjà vu tout à l'heure l'exemple du Brésil. Hein. Donc, 6000 revues scientifiques publiées, mais que 17 qui étaient incluses dans le Web of Science. Donc, ça, c'est un exemple d'insularité. À mon avis, assez clair. Alors que développer des compétences, du moins passives, à mon avis, dans plusieurs langues, ça permet justement de repérer des informations scientifiques aussi dans d'autres régions du monde, et pas uniquement dans l'Europe occidentale ou dans l'Amérique du Nord. Alors ça, c'est déjà une série de problématiques liées
aux indicateurs bibliométriques et à l'évaluation de la recherche. Donc, il s'agit d'indicateurs qui sont biaisés linguistiquement et pas forcément représentatifs. Mais ce sont les indicateurs qu'on utilise aujourd'hui, et de plus en plus. Hein. Donc, on va toujours de plus en plus vers cette diminution de diversité linguistique. Et là, maintenant, je voudrais passer à la question de l'enseignement. Alors, ETP, ça veut dire, c'est un acronyme utilisé par Wächter et Mainworm dans un rapport publié il y a un an, par English Taught Programs, hein, so ETP. Ça, c'est l'acronyme qu'ils utilisent. Alors ici, vous avez un tableau tiré de ces rapports qui donne un peu une image de ce qui se passe en ce moment en Europe continentale, donc pas en Irlande ou en Angleterre. 27% des universités européennes offrent des cours entièrement en anglais. Il y a des différences importantes entre régions. 60% des universités offrent des cours entièrement en anglais dans les pays du Nord, suivis par les Baltiques, l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire Central West Europe, c'est l'Allemagne essentiellement et les Pays-Bas, pareil les pays de l'Est et le Sud. Que 6% de programmes bachelor ou master, selon cette enquête, aujourd'hui en Europe, sont entièrement en anglais. Donc on est très très loin de la vaste majorité, comme souvent on nous fait penser dans la presse, ce n'est pas le cas. Mais ici, effectivement, il faut faire attention parce qu'ils mélangent bachelor et master. Hein. Donc la plupart des cours en anglais, c'est entièrement en anglais, c'est au niveau master, surtout en sciences de l'ingénierie, sciences dures, économie. Enfin, le nombre d'étudiants sur le total qui participent à ces formations entièrement en anglais, c'est 1,3% des étudiants européens. Donc c'est une minorité. Même dans les pays du Nord, ce n'est pas plus que 5%. Au niveau bachelor, master, tous ensemble. Donc on est très près des chiffres donnés hier par professeur Charles. C'est une forte minorité. Donc parfois, on ne voit pas la raison de certains alarmismes qu'il faut absolument se doter de cours dans une langue étrangère pour se mettre en mesure d'être en concurrence avec les autres, alors que ça, pour l'instant, ça reste encore un phénomène assez marginal. Mais quand même, ça prend de plus en plus d'ampleur, notamment dans les pays du Nord, dans certaines filières, notamment le master, dans les sciences dures, économie et, comme je disais tout à l'heure, sciences. Hein. Donc ça, c'est la situation comme aujourd'hui elle est. Pourquoi on a introduit des cours enseignés entièrement en anglais? Alors là, c'est très amusant, parce qu'on est, à mon avis, dans un contexte assez idéologique. Alors, le premier, c'est suivant. Il faut préparer les étudiants nationaux pour être prêts pour les marchés globaux du travail. Ça, c'est la première raison qu'ils donnent souvent quand il s'agit. Donc, il ne s'agit pas d'attirer des étudiants étrangers, mais de faire make your students fit for the global labor market. Ça, c'est la première raison qu'on cite souvent pour ouvrir des cours entièrement en anglais. La deuxième, c'est d'abolir les obstacles, les barrières linguistiques. Donc, toute autre langue que l'anglais est vue pour certains recteurs comme un obstacle, une barrière, en partant du principe souvent que les étudiants étrangers sont parfaitement anglophones, ce qui n'est pas le cas si on voit les données. Mais il faut absolument, alors souvent, c'est un peu bizarre, mais souvent on a tendance dans les États européens à penser d'une façon dichotomique. Il y a nous, je sais pas, enfin, les Néerlandais, ou les Italiens, ou les Espagnols, et il y a l'étranger. Alors l'étranger, c'est un immense pays qui occupe tout le monde, sauf le pays où on habite, où tout le monde parle parfaitement anglais. C'est souvent le cas, hein, donc on pense toujours comme ça. C'est une représentation géographique un peu approximative. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, justement, on introduit ces programmes, c'est attirer des étudiants étrangers parce que les langues locales seraient en tout cas un obstacle. Après, il y a d'autres raisons. La formation des élites, on la connaît. Ça, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Hein, donc, promouvoir l'interculturalité, les compétences interculturelles, donc habituer les gens à travailler avec des étrangers, ça, c'est pas tout à fait stupide. Et forcément aussi développer des partnerships avec d'autres universités dans d'autres pays.
par exemple, des masters ou des bachelors conjoints. Donc, à la fin de votre parcours d'études, vous avez à la fois un bachelor allemand et un bachelor français. Mais il faut voir si ces raisons sont ou pas sont vraies, quoi, sont raisonnables. Donc, il y a la première chose qu'on peut remettre en question ces hypothèses. Alors, il faut le dire, le marché international du travail, le Global Labor Market, n'existe pas. Avec l'exception des institutions internationales, qui sont vraiment un marché international, sont liées à des règles propres, à des traités internationaux qui déterminent des règles différentes pour ces institutions, mais tout marché du travail est forcément national. C'est-à-dire qu'un marché du travail implique des règles, implique des systèmes de retraite, implique un système de chômage qui est forcément ancré dans une loi et donc dans les règles nationales. Donc, préparer les gens pour un marché global, ça ne veut rien dire, à mon avis, même si quand on parle de multinationales. Même quand on parle de grandes entreprises, elles quand même sont basées dans un certain territoire, forcément, qui a une certaine langue officielle, ou plus qu'une, et dans laquelle on parle normalement une langue officielle plutôt qu'une autre. Deuxièmement, lié à ça, on ne se pose jamais la question de quels sont les besoins linguistiques du marché langue locale. Vous pouvez bien travailler pour Novartis à Bâle, en Suisse, mais vous avez quand même affaire avec des règles du marché du travail en allemand dans un pays germanophone. On va à la région du canton germanophone. Hein? Vous pouvez bien travailler en anglais pour Volkswagen, si vous ne tombez pas malade à cause de gaz diesel, bien sûr. Mais vous habitez à Wolfsburg. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wolfsburg. Alors, Wolfsburg, c'est une ville, c'est Volkswagen, quoi. Hein? Une fois que vous sortez, oubliez de trouver un cinéma. Voilà, oubliez de trouver un cinéma international. Hein? C'est la fabrique. Sinon, vous devez prendre un train, aller à Berlin, 1 heure de route. Mais si vous avez, donc, c'est une multinationale, on est tout le monde d'accord, mais quand même, ça reste une multinationale basée dans un petit village allemand, enfin, une petite ville quand même. Donc, le labor market, c'est toujours local, défini par des règles locales. Et on ne s'interroge pas souvent sur quelles sont les conséquences pour les conséquences pour les étudiants internationaux qui viennent étudier. Est-ce qu'on peut se poser la question justement de leur inclusion sociale? Donc, est-ce que ces étudiants sont intégrés à la fin de ces cours universitaires ou pas? Parce qu'une des raisons, en fait, il ne faut pas oublier le grand marché des étudiants internationaux, ce n'est pas uniquement d'attirer les meilleurs, comme on dit dans la presse, non, il faut attirer les cerveaux, mais aussi de les garder. Ce n'est pas très intéressant de former des gens qui après partent pour l'économie. On va voir des exemples après. Donc on doit se poser la question, justement, on va changer un peu le système et se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer et tenir les chercheurs ou les étudiants qui viennent de l'étranger. Donc on peut se demander à quel point une éducation plurilingue plutôt qu'une éducation monolingue est appropriée pour atteindre ces objectifs. Parce qu'une des questions liées à ça, notamment ce qui concerne l'intégration sociale des étudiants et des chercheurs qui viennent de l'étranger, est ce qu'une chercheuse allemande dans sa thèse, Frauke Prignitz, appelle le linguistic bubble, donc le boule linguistique. Ils se disent, il a fait une enquête, je ne sais pas si elle est représentative, donc il faut prendre ces données avec prudence. Il n'y a que 300 personnes, étudiants internationaux, qui participent à des programmes en anglais, entièrement en anglais en Allemagne. Alors les 3/4 disent que des cours d'allemand devraient être obligatoires pendant les 2 ans de master. Et 2/3 disent que pour faciliter l'apprentissage de l'allemand et donc rendre plus facile la recherche du travail en Allemagne, suivre des programmes bilingues dans lesquels une partie des cours sont dispensés en allemand pourrait être utile à ces fins. C'est l'opinion des étudiants. D'accord ? Donc, par exemple, je ne sais pas, le dernier semestre, un master, c'est 4 semestres. Donc, le dernier semestre peut être dans une langue locale.
selon cette enquête, seulement un tiers des étudiants qui ont étudié dans des universités allemandes en anglais restent dans ce pays après le master. On a le même problème aux Pays-Bas. Le ministre néerlandais, il a dit récemment, alors je cite, hein, c'est 2003, le 25 novembre 2013, qu'il a dit dans le site officiel du gouvernement néerlandais, 70% des étudiants internationaux aimeraient rester aux Pays-Bas après la fin de leurs études, mais il n'y a qu'un tiers qui fait ça, enfin même pas, un quart. 27% qui restent aux Pays-Bas après la fin de leurs études. Et il dit, c'est ses mots à lui, le problème c'est que ces gens-là ils ne parlent pas hollandais. Dutch and foreign students live largely parallel lives. Et en plus, il dit l'utilisation d'une seule langue dans l'enseignement, sans des incitations fortes à apprendre le néerlandais, fait en sorte que les étudiants hollandais et étrangers vivent de façon séparée. Mais donc, ils ne s'intègrent pas. Donc, un des buts des programmes internationaux n'est pas atteint. Donc, de permettre justement cette communication interculturelle. Si on nous dit qu'après, ils ne se parlent pas, les deux communautés, ça veut dire que l'objectif n'est pas atteint. Il faut aussi dire qu'on ne peut pas obliger les gens à se parler s'ils ne s'aiment pas. Hein. Je veux dire, mais il est clair qu'aujourd'hui, avec la technologie, il est très facile pour un étudiant chinois de venir en Europe, étudier en anglais, rester avec ses compatriotes et parler via Skype avec ses parents à Pékin et lire les journaux, s'ils ne sont pas sujets de censure, en mandarin. Ce qui pose aussi, tout ça, aussi des problèmes au niveau de l'équité. Parce que un des problèmes, c'est qu'en Europe continentale, la plupart des cours universitaires, au niveau master notamment, ont des frais d'inscription plutôt basses. Ouais, plutôt bas. Donc le coût, en fait, pour former des étudiants provenant de l'étranger est payé par les contribuables. Hein, souvent, parce que les frais d'inscription ne sont pas très élevés. Selon ces rapports officiels du ministère finlandais qui a mandaté cet institut pour faire une étude, ils se disent, oui, les coûts et les bénéfices des étudiants internationaux qui viennent étudier en Finlande, plus ou moins, sont équivalents, parce qu'ils reçoivent de l'argent de l'étranger, ils dépensent en Finlande, mais nous, les Finlandais, à travers nos systèmes d'impôts, on paye les universités pour former ces étudiants gratuitement, pratiquement. Mais, ils disent, c'est essentiel pour l'impact économique que les étudiants internationaux qui reçoivent leur master dans une université finnoise restent en Finlande après et restent intégrés en Finlande après la fin de leurs études. Donc on parle beaucoup de global labor market, mais après ce qui compte, c'est qu'ils restent à l'intérieur de local labor market. Donc c'est clair qu'une connaissance linguistique peut aider ces étudiants à s'intégrer dans le système local. Et bon, là je répète un peu ce que je viens de dire, mais une des questions, c'est que selon cette recherche de Schneider-Misoni, très souvent, les étudiants internationaux, notamment asiatiques, regardent les universités de l'Europe continentale comme une approximation des universités, mais moins chères, beaucoup moins chères, des universités aux États-Unis et en Angleterre. Donc, à nouveau, c'est la question qui se pose, c'est oui, ben, d'accord, on utilise de l'argent public pour former des gens, donc ce serait bien, d'un point de vue de l'investissement public, que ces gens restent dans le pays et contribuent à l'économie locale. Sinon, ce n'est pas un vrai investissement. Donc c'est pour ça que aussi des compétences élevées dans la langue locale pourraient aider, alors que parfois on introduit de nouvelles barrières linguistiques, parce que si les étudiants qui étudient nationaux n'ont pas les compétences en anglais suffisantes, on a parlé ce matin très souvent de ça, souvent on se rend compte que les étudiants n'ont pas les compétences suffisantes, étudier dans une langue qui n'est pas la leur, souvent ça met des barrières linguistiques qui n'existaient pas. New language barriers. Un autre thème, c'est le dernier, c'est celui de le manque de compétences suffisantes des enseignants et des étudiants. Selon un certain nombre d'enquêtes
la conférence allemande de Rhétor, Hochschule Rektorkonferenz et d'autres sources. Dans les mondes germanophones, on assiste à une baisse de qualité des résultats académiques due au fait que les chercheurs et les étudiants n'ont pas un niveau assez bon de langue. Donc pourquoi donc, on continue d'ouvrir des nouveaux masters en anglais notamment, parce que, à nouveau, le problème de fond, ce sont les rankings à nouveau. La vraie question, ce n'est pas de mettre les étudiants en mesure d'être compétitifs sur le marché international du travail, ni d'attirer les meilleurs. La vraie question est monter dans le classement international des universités. Un des plus célèbres, c'est le classement de Times, le supplément Higher Education, en 2 versions, et un autre classement fait qui s'appelle Global University Rankings, selon lequel, pour donner un classement aux universités, on utilise un certain nombre de dimensions et d'indicateurs. Alors, pour évaluer la qualité d'une université, il y a International Dimension, il y a citation, Faculty-Student Ratio, réputation. Pour mesurer cette dimension International Dimension, on utilise comme indicateur la proportion d'étudiants internationaux et la proportion de chercheurs internationaux. Donc vous comprenez très bien que pour les recteurs, il est prioritaire de faire monter ça, et de faire monter ça pour augmenter la position des universités dans les rankings et être choisis par les étudiants. Donc on est dans cette logique totalement perverse. C'est un indicateur très imprécis, forcément. Là, on n'a pas le temps maintenant de citer tout, mais ça, c'est l'OCDE qui, chaque année, publie un rapport à ce sujet en montrant que la langue d'enseignement et la langue apprise à l'école par les étudiants, c'est un des facteurs qui détermine le choix de bouger. Il est clair que vous êtes plus susceptible d'aller étudier à l'étranger dans un pays où on enseigne dans une langue que vous connaissez déjà, ou que vous voulez améliorer. Donc, à nouveau, il s'agit d'une compétition entre universités qui est biaisée par une question linguistique. Donc, à nouveau, il s'agit des indicateurs qui ont un fort biais linguistique intrinsèque. L'affinité culturelle émerge de façon claire et nette. En Suisse, la majorité relative des étudiants étrangers qui vont étudier dans les universités suisses sont des Allemands, suivis par les Français. Après, il y a d'autres, mais surtout ce ne sont pas les Indiens, ce sont des gens qui ont une affinité culturelle et linguistique. Un tiers des étudiants étrangers en Autriche sont des Allemands. Pas par hasard. Il n'y a pas que le frais de transport, les coûts de transport, mais aussi une question linguistique. C'est clair que vous allez étudier à l'étranger. Paradoxalement, pour monter dans les rankings, vous voyez, vous pouvez, si vous êtes le recteur de l'Université catholique de l'Ouest, vous faites un accord avec l'Université catholique de Louvain en Belgique, vous prenez tous les étudiants d'ici, vous les amenez là, vous prenez tous les étudiants de là-bas, vous les amenez ici, vous avez un 100% d'étudiants étrangers et vous allez monter dans les rankings. Est-ce que ça a un impact sur la qualité de l'enseignement et de la recherche? À mon avis, aucun. Cependant, c'est un indicateur qui est utilisé et qui joue un rôle. Là, vous voyez bien sûr que, là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Les pays qui attirent davantage d'étudiants internationaux sont ceux dont les langues sont très très souvent parlées au niveau international. Donc, les États-Unis, de moins en moins, en fait. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Australie, le Canada et la Russie. Voilà. Donc, pour terminer cette longue présentation, les classements sont le problème. Selon, c'est pas moi à le dire, mais selon un rapport publié récemment par l'Association des universités européennes, ils disent les résultats de ces rankings dépendent de façon claire du choix des indicateurs et des poids donnés à ces indicateurs. C'est-à-dire, ces classements sont fondés sur des critères totalement arbitraires, souvent en utilisant des données qui sont douteuses. Par exemple, le Web of Science. Le ministère de la Recherche norvégien a mandaté un rapport à cet institut avec un nom très long, donc je ne vais pas le dire, Nordic Institute for Studies, Innovation, Research and Education. Ils arrivent à la conclusion que même les rankings, les classements les plus cités sont basés sur des poids totalement arbitraires, subjectifs, des données douteuses, et ils sont useless, ils disent, donc inutiles, pour donner une vraie base de comparaison, des informations fiables pour améliorer l'information supérieure. On est dans cette logique-là.
On continue à faire des politiques linguistiques absurdes pour monter dans des rankings qui sont, eux, selon ces auteurs, inutiles. Les rankings créent de nouveaux problèmes. Alors, dans le monde, selon ces rapports que je viens de citer, il y a 17 000 universités. C'est pas mal, hein? Or, ce n'est pas possible dans un journal de faire un classement de 17 000 universités, vous voyez bien. Donc, ce qu'ils font, les rankings, à la base, ils analysent 1, voire 3% de cette masse d'universités. Donc, 16 000 universités dans le monde ne vont jamais rentrer dans le classement. Ils n'existent pas. Ils arrivent à la conclusion que Global League Tables, donc les rankings universitaires, pour indiquer un petit nombre d'universités top, de haut niveau, ils ont créé des gros problèmes à des milliers d'universités tout à fait normales qui, tout simplement, font leur travail, c'est-à-dire enseigner et transmettre des connaissances techniques utiles pour le marché local du travail. Cette ranking disease, donc c'est une maladie en fait, a donné des incitations perverses aux recteurs et au ministère de l'Éducation parce que si tu n'es pas dans les rankings, tu n'existes pas. C'est un peu le problème qu'on observe. Cependant, ils ne vont pas disparaître. Les classements, il faut être très, très honnête là-dessus, il faut être clair, ils ne vont pas disparaître. Parce que, justement, les décideurs politiques doivent avoir des informations pour donner des ressources supplémentaires aux bonnes universités, et parce que les étudiants sont intéressés d'avoir des informations avant de s'inscrire à une université plutôt qu'une autre. Vous voyez bien que, quand même, je répète, décider de partir et d'aller dans une autre ville, une autre université, c'est quand même, ça coûte énergie, ça coûte du temps à la famille, etc. Donc les étudiants veulent avoir des informations. Donc les rankings are here to stay. Ça, c'est le titre d'une conférence qui va avoir lieu à Bruxelles dans quelques jours. Et donc, si c'est le cas, il faut être aussi conscient que le monolinguisme auquel on est en train qui est en train de se développer à la fois dans l'enseignement et dans la recherche, ce n'est pas le résultat naturel d'une dynamique inéluctable, mais c'est plutôt le résultat d'un système d'incitation économique qui sont construites à l'intérieur de l'évaluation même et des classements. On est en train de donner des mauvaises incitations économiques à travers des classements et qui nous poussent inévitablement vers une réduction de la diversité linguistique. Mais ce n'est pas forcément le résultat d'une dynamique mondiale inéluctable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vu que, comme on a vu au cours de cette présentation, il y a aussi des désavantages de ce phénomène. Donc, le manque d'attention scientifique vers certaines régions géographiques, un biais linguistique, le manque de développement de compétences linguistiques pour les étudiants étrangers qui veulent s'installer dans le pays d'accueil. Donc, il y a plein de problèmes qui sont associés à cette tendance. Une chose qui peut être faite, à mon avis, et à propos de laquelle on pourrait discuter samedi, c'est qu'il faut commencer à changer justement ces indicateurs. Alors, il ne faut pas forcément, ça c'est clair en économie, on peut changer le comportement humain à travers des règles ou des incitations. Si à la place du nombre le simple nombre au pourcentage d'étudiants étrangers, on utilise un indicateur comme nombre d'étudiants étrangers qui, à la fin de leurs études, en anglais, arrivent à avoir aussi un certificat C1 du cadre commun de référence dans la langue locale. Si vous introduisez un indicateur comme ça dans un classement national et si vous donnez beaucoup d'argent aux universités qui atteignent ces objectifs, les universités même, elles auront l'incitation à fournir des cours bilingues parce qu'ils vont recevoir davantage d'argent. Sans changer les règles. Il ne faut pas forcément les obliger à enseigner les langues, il faut juste changer l'ensemble d'incitations économiques qui sont derrière leur choix. D'accord ? Alors là, pour monter dans les rankings, ils vont changer la langue d'enseignement, faire des cours bilingues plutôt que monolangues, pour augmenter la valeur de cet indicateur. Aussi pour le niveau bibliothèque, rien ne nous empêche de donner une partie des fonds publics sur la base d'analyses bibliométriques faites à partir d'un sous-ensemble de revues dans une certaine langue plutôt qu'une autre. C'est un choix politique qu'il faut faire. Enfin, un choix politique, je veux dire un choix des politiques linguistiques, qui pourrait contribuer à la diversité des langues et aussi, pas seulement à la diversité des langues, mais aussi à garder une certaine diversité de culturelle dans la recherche et développer des vraies compétences bilingues dans l'enseignement.
Je termine avec ça. Souvent, on est dans le débat, dans la presse, souvent aussi les ministres sont victimes de ça. Le débat, il est encadré à l'intérieur de cadres qui sont incorrects. On nous dit, soit on est global, soit vous êtes local. On nous dit, soit vous êtes en compétition avec les autres universités, donc du monde, soit vous êtes responsable vis-à-vis le contribuable local. Et donc on nous dit, les programmes National Language Taught Programs, donc le programme par exemple en français ou en danois, sont des programmes qui sont strictement locaux, qui répondent à une logique de responsabilité vis-à-vis le contribuable danois. Mais si vous voulez être compétitif au niveau international et global, il faut absolument donner des cours qu'en anglais. Mais ça, on a vu tout à l'heure, c'est un système de raisonnement, à mon avis, faux. On crée des fausses contrapositions qui n'existaient pas dans la réalité. Bon, d'abord, c'est, à mon avis, irréalisable. La compétition au niveau international, à cause du language bias, elle est impossible. C'est comme jouer à un jeu dans lequel vous ne choisissez ni les règles, ni les champs de jeu, ni l'arbitre. C'est impossible d'être vraiment compétitif dans ce monde-là. Mais rien n'empêche, plutôt que de voir les choses de cette façon-là, suivant de cadres qui sont à mon avis faux, de voir les choses différemment. Donc, les universités peuvent se placer dans une polarité qui est monolangue, uniformisant, ou plurilangue et pluriel. Alors, substituer un monolinguisme national avec un autre monolinguisme anglophone, on ne bouge pas, on reste toujours ici. Monolingual training programs, ça ne change rien. On reste quand même dans une compétition biaisée, suivant la diffusion internationale d'une langue plutôt qu'une autre. On a un manque de pluralité, un manque de différents, un manque de vues plurielles sur les problèmes sociaux et même scientifiques, et une insularité intellectuelle. Alors que développer des programmes ou une recherche vraiment plurilingue, d'accord, vous pouvez être en même temps global et local. Vous pouvez l'être, hein, local on dit aujourd'hui. Donc vous pouvez attirer des étudiants internationaux, mais en même temps, en faisant étudier une partie des cours dans la langue locale, vous avez des gens qui sont intégrés sur le marché local du travail. Donc vous pouvez éviter le gâchis des talents, par exemple, transmettre de façon plus efficace, sans doute, la connaissance, et augmenter l'inclusion sociale. Alors là, encore, c'est un cadre, hein, je ne veux pas dire que forcément ça va se passer, mais c'est pour comprendre que souvent le débat il est mal encadré et donc on arrive à des fausses contrapositions qui en principe ne devraient pas exister. À mon avis, ça n'a aucun sens de mettre en compétition une formation dans la langue locale avec une formation exclusivement en anglais ou dans une autre langue, c'est pas ça le problème, mais c'est de mettre en comparaison une formation plurielle avec une formation monolangue. Ça pourrait être que la langue nationale ou que une langue internationale. D'accord, alors ça, je pense que ce sont des propositions pour le débat maintenant et samedi matin. Donc je vous remercie de votre attention. Vous pouvez trouver certaines choses dans cet article. Et bon, là maintenant, je pense que le débat peut être ouvert. Alors voilà. Merci beaucoup. Alors je suppose qu'il va y avoir des questions, oui. Oups. Merci déjà de votre intervention, Monsieur Gasol. Mon questionnement, c'est une discussion plutôt. Au Brésil, par exemple, vous venez de citer, le centre de formation en recherche de niveau supérieur a créé un contre-ranking, si on peut appeler, ou un ranking interne. Ça veut dire le système Qualis. C'est un système qui veut être basé sur la qualité. Alors, ça veut dire qu'il y a un grand marché interne de publications toujours en portugais et après, bien sûr, traduites en anglais, en espagnol, donc selon la publication, selon le magazine. Et c'est à partir de ce ranking que nous, les chercheurs, les professeurs, pouvons trouver des financements pour, par exemple, moi, mon postdoc ici en France. Donc, on a des bourses, on a pour nous, pour nos thésards, et à partir de cette production,
qui est jugé, on va dire, qui est noté par rapport à ce système interne. Après, il y a dans les qualis, qui va de A1, ce qui est 10 sur 10, à C, qui correspond à 0. C'est à partir de là que nous sommes notés, même pour passer un concours, par exemple, pour devenir professeur à l'université. Donc, dans toute notre carrière, on a suivi, c'est pas très ancien, ça date de 5 ans peut-être, ce système qui veut être basé plutôt sur la qualité que sur la quantité. Donc, une publication A1 vaut plus que 5 publications B5, par exemple. Alors, ma question, c'est comment vous voyez ça quand on parle de ranking, c'est ranking contre-ranking plutôt interne, où justement, à partir d'où on peut trouver les possibilités de venir ailleurs, donc sortir de cette condition de l'étranger qui est tous les autres, mais c'est à partir de ce système entre autres, qui nous permet aussi de venir ici, par exemple, montrer ce que nous faisons, nos recherches dans notre pays et dans le continent, enfin, quand on parle de l'Amérique latine. Comment vous voyez ce genre de démarche? Je pense que ça pourrait être utile. Je ne sais pas. Il faut visibiliser sans doute ces classements internes. En Europe, pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de vrais classements dans lesquels la diversité linguistique est valorisée. Absolument pas. Et sans doute, il faudra aussi délégitimer des rankings comme celui de Shanghai, dans lequel on parlait aujourd'hui à midi. Un des critères, c'est le nombre de prix Nobel d'une université, même s'ils sont morts il y a 80 ans. Donc alors là, c'est important d'avoir des prix Nobel, même s'ils sont morts, pour une sorte d'influence de l'autre monde. Ils ont un impact positif sur la qualité de l'enseignement. Je sais pas, je crois pas. Non, mais vous voyez qu'il y a en Angleterre, d'après ce que mes collègues me disent parfois, quand le moment de l'évaluation arrive, il s'arrache le professeur le plus cité. Donc on te paye beaucoup plus pour te prendre le professeur X de l'université et l'amener dans l'université Y juste avant l'évaluation, parce que comme ça, le professeur amène toutes ces publications alors qu'elles ont été produites dans le passé dans une autre université. Donc ça a des systèmes un peu pervers. Mais je pense qu'on ne peut pas attendre l'objectivité dans ce cas. Je trouve que quand même les classements peuvent être utiles, mais il faut savoir bien de quoi on parle. Voilà. Non, je veux pas. J'ai déjà trop parlé. S'il y a d'autres questions. Bonjour. En fait, je me posais une question sur votre partie recherche. Et je voulais partir d'un exemple que je connais. Je voulais parler du CEFRES, qui est un centre de recherche en sciences sociales français à Prague. Et en fait, par rapport aux langues, donc en fait, ils ont des conférences en français, généralement, qui doivent ensuite traduire en tchèque, donc ce qui exige un coût. Et en fait, donc suivant votre présentation, enfin, je suis d'accord, mais du coup, on devrait aussi faire des frais pour traduire encore en anglais, pour finalement avoir une visibilité mondiale. Mais ce que je me disais aussi, c'est que finalement, je pense que quand on traduit en anglais des recherches, je pense qu'après, on perd un peu de l'authenticité du sujet. Enfin, après, je sais pas, par exemple, étudier la philosophie allemande, par exemple, et écrire tous les articles en anglais pour que ça ait plus de visibilité, finalement, ça va un peu gâcher le sujet, non ? Ouais. Bon, c'est un sujet débatté, un sujet classique pour les écoles d'interprètes, comment traduire les choses. Mais si on parle de visibilité, c'est clair. Et traduire dans d'autres langues, notamment en anglais, qui est une langue très très importante au niveau international, ça fait du bien. Moi, je suis d'accord. Hein. Mais une chose est la visibilité, une chose est la qualité. La qualité pour laquelle vous êtes payé, vous recevez des bonus, ou vous montez ou descendez dans le classement. Donc là, je crois que, à nouveau, il faut 2 étapes différentes. Et mon souci, c'est justement d'éviter que
de perdre de la qualité de recherche, notamment dans les sciences humaines et sociales, parce que on est contraint d'utiliser des langues qui ne sont pas appropriées, que le chercheur peut-être ne parle pas très bien ou que les étudiants ne comprennent pas très bien, et pour monter artificiellement dans les classements. Et surtout, c'est aussi une question des revues, j'insiste. Les revues internationales sont des revues souvent basées dans certains pays qui ont leurs priorités scientifiques, leurs méthodes. Ce n'est pas forcément, c'est pas évident de publier dans des revues allemandes si vous suivez une approche différente de ceux qui dominent dans ces revues. Hein. Donc là aussi, il faut aussi tenir compte de ça. Mais je pense que davantage de multilinguisme serait peut-être utile à ce sens-là. Oui. Martine de Rivry, je suis à Paris 6, Université Paris 6, Sorbonne Université. Merci vraiment pour votre présentation. On voit bien en effet tous les problèmes de biais que ces classements internationaux provoquent et les conséquences qu'ils ont sur les enseignements et sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Vous avez mentionné donc ces indicateurs qu'il faut changer. Donc on avait mentionné 2. Est-ce que vous en auriez d'autres à nous présenter comme nouveaux indicateurs pour justement amener ce plurilinguisme? Et aussi, autre question qui est à la suite de celle-là, comment faire pour que ces nouveaux indicateurs soient pris en compte? Développer des nouveaux indicateurs, ce serait le thème d'un projet de recherche auquel j'aimerais bien travailler avec vous, si on trouve les sources. Non, je n'ai pas pour l'instant d'autres, je n'ai pensé quelqu'un. Mais ici, je voulais juste faire passer le principe. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est comme des personnes qui s'intéressent, qui étudient le langage en société et qui sont sensibles aux questions sociales liées au langage, en termes d'exclusion, d'inclusion, de créativité, de productivité scientifique. Il faudrait sensibiliser les acteurs politiques. Alors, il y a dans un livre, un manuel d'aménagement linguistique publié par 2 chercheurs, un Australien et un Californien, Baldauf et Kaplauf. J'ai oublié les chapitres, mais ils disent les langues, c'est un peu comme le sexe. Comme tout le monde le fait, tout le monde est un expert. Et c'est vrai, parce que souvent les politiques linguistiques au niveau national sont faites par des ingénieurs, dans les écoles polytechniques, par des avocats, des journalistes, des personnes qui ne savent rien aux langues, aux politiques linguistiques. Rarement, j'ai entendu des collègues travaillant dans l'aménagement linguistique être consultés pour faire une politique linguistique au niveau universitaire, voire national. L'Université de Genève, c'est un des rares cas. Mais parce qu'il y a des gens comme François Grand et Laurent Graillot qui travaillent, mais sinon, le reste ne s'intéresse pas. Donc, c'est un petit peu la responsabilité aussi aux experts de dire, attention, vous êtes en train, mais pas pour des questions de nationalisme ou d'insularité, parce que, écoutez, vous êtes en train d'adopter un certain système qui entraîne des incitations économiques perverses. Perverse, ça veut dire que le but à atteindre n'est pas cohérent avec l'indicateur. Et donc, vous devez, en tant que ministre de l'Éducation nationale ou recteur, être conscient de ce que vous faites. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose au niveau local, mais au niveau de l'Union européenne, vu que déjà aujourd'hui, le premier continent au niveau pas seulement de produits intérieurs bruts, mais aussi au niveau des brevets, au niveau de l'innovation technologique et des publications scientifiques, si on fait la somme de tout ce que les universités européennes produisent, on est, d'après ce que je sais, parmi les meilleurs au monde. Thomas Piketty avait dit que aussi c'est une question de framework. Si on regarde les classements, on se concentre sur les premières 100 universités, ce sont les universités américaines qui dominent. Mais dès qu'on élargit aux 200 meilleures universités du monde, ce sont les universités européennes qui dominent. Donc encore à nouveau, ça dépend du cadre qu'on utilise. Alors au niveau européen, je pense que ce serait bien de faire passer ce genre de message au niveau de l'Union européenne, Commission européenne, et pour mettre en place des actions coordonnées. Et je pense que c'est surtout aux linguistes appliqués, aux gens qui s'intéressent
pour politique linguistique de faire ça plutôt que des ingénieurs ou des économistes, quoi. Merci beaucoup pour votre communication qui a été vraiment très intéressante. Et ma question concerne la position ou la réputation, pas forcément d'une université, mais plutôt d'un chercheur. Si un chercheur est plurilingue, est-ce que c'est mieux pour lui de publier dans plusieurs langues, avoir accès aussi à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'anglais pour être citées, par exemple, par des personnes qui se sentent les plus fortes en français, par exemple, ou en espagnol, ou est-ce que c'est quand même juste une question de prestige personnel, mais ça n'a rien à voir avec les classements de ces chercheurs, et aussi par conséquent de sa position à l'université? C'est une question très intéressante. Je ne peux pas répondre. C'est un choix individuel. Je pense que maîtriser plusieurs langues, ça peut être utile pour avoir un accès aux sources différentes. Publier dans plusieurs langues, ça peut être utile pour faire carrière dans des systèmes différents. À part ça, le but de cette présentation aujourd'hui, c'était surtout de souligner l'importance des incitations économiques, so incentives. J'insiste sur ça. Les systèmes d'évaluation des universités ont produit un système d'incitation économique, economic incentives, qui pousse les chercheurs à faire certains choix linguistiques plutôt que d'autres. Et donc le message que je voulais dire, c'est tout simplement que les dynamiques linguistiques ne sont pas les résultats de dynamiques inéluctables, mais sont souvent influencées par des choix, des politiques linguistiques faites par les acteurs. Il faut souligner ça parce que ça rappelle la responsabilité des acteurs. C'est ça Donc on est responsable de ce qui se passe. On n'est pas des acteurs impuissants. Hein. Bon, alors, oui, non. Oui, merci, Monsieur Gazzola, pour votre contribution extrêmement riche qui nous a ouvert les yeux et d'une certaine façon qui nous a sensibilisés également pour les questions de ce que Galtung appelle la violence culturelle, parce que les faits dont vous parlez, ce sont des choses qui se passent presque inaperçus et qui néanmoins sont tellement importants. J'aimerais quand même faire une petite observation. Vous avez parlé du latin. Vous vous rappelez du latin et par rapport à une année 1860 ou à la fin du dernier tiers du 19e siècle. Mais en fait, c'est déjà Dante qui, dans son Convito, parle ou dit que le soleil va se lever au-dessus des sciences quand les peuples pourront faire la science dans leur langue. Et c'est en rapport avec la démocratie, parce qu'au moment où l'on force tous les gens à se mettre dans une certaine langue qui n'est pas la leur, on les coupe pratiquement de leurs racines, et c'est absolument pas démocratique. Hein. Quand nous regardons l'histoire de la démocratie, nous constatons que dans les différents États nationaux, les démocraties se développent à la suite de la Révolution française. Il y a une émancipation des Hongrois qui veulent être Hongrois, des Allemands qui créent leur État, etc. Donc, je crois qu'on peut aller encore plus loin pour faire ce rapport avec cette souveraineté des peuples. C'était une idée qui m'est venue. Merci encore. Bon, c'est un autre sujet, mais je pense que la fracture linguistique entre les élites et les autres, c'est quelque chose de pertinent. Bon, là, vous avez donné un exemple de littérature, mais je pense que si on n'est pas dans une logique plurilingue, on pourrait effectivement creuser les fractures linguistiques entre les personnes, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas apprendre d'autres langues, hein, j'insiste. Un monolinguisme aujourd'hui n'est pas pensable. Vous ne pouvez pas prétendre faire de la bonne recherche si vous travaillez qu'en italien, c'est clair. Il faut être ouvert sur le monde
il faut pour parler davantage des langues, mais donner des cours uniquement en anglais, comme ça devrait être le cas de l'école polytechnique de Milan, ça introduit des barrières linguistiques nouvelles qui n'existaient pas. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle... je la vois, parce que la politique linguistique, dans ce cas, était faite par un ingénieur. Voilà. C'est peut-être ça la raison. Bien, je crois que la pause vous attend et le pot est prêt. Donc on va interrompre pour le moment. Merci à vous. S'il vous plaît, je voulais juste vous dire qu'en fait, il y a Amandine qui tient le stand de librairie à toutes les pauses. Il y a en particulier les ouvrages de Christophe Charles qui est parti maintenant, mais qui a fait une conférence hier qui était brillante et très très intéressante. Donc n'hésitez pas à aller voir Amandine et à faire votre choix de livres. Voilà. Sera aussi présenté le livre dont Martine va parler après. Voilà, merci. Oh. Sur le pouvoir point.